Un soir, un agent d'entretien a stoppé une introduction en bourse d'1 milliard de dollars en une seule phrase. Que s'est-il passé ensuite au sein de l'entreprise? La salle de conférence au 38e étage était entièrement composée de murs et de portes en verre, avec même une étroite bande le long du sol qui révélait le hall d'entrée en contrebas, comme un nerf à vif. De cette hauteur, la ville semblait propre, ordonnée, prévisible. Mais Clara Monroe, PDG d'Aurelia Dynamics, savait depuis longtemps que cette vue était trompeuse. « Lancez la simulation », dit Damonry, directeur financier. Sa voix était calme, mais son regard était tendu. L'écran s'illumina pour afficher le nouveau AI CareLift d'Aurelia, un algorithme phare conçu pour personnaliser les options financières des patients confrontés au coût des soins de santé. En théorie, c'était élégant. En pratique, cela n'avait jamais été testé aussi près d'une offre publique. Sur le moniteur mural, un profil d'utilisateur fictif s'afficha. Nom: Angela M, 54 ans. Antécédents: récemment au chômage, diagnostiqué avec un cancer du sein de stade 2, revenu $0. Assurance expirée. L'IA fit une pause, calculant. Puis elle a suggéré Care Boost, Platinum Credit Line, Anti-Guide APR 29,9%. Damon pâlit. Non, a dit Clara d'un ton sec en se levant. Mettez la démo en pause. Trop tard. L'image s'était déjà gravée dans la rétine de toutes les personnes assises autour de la table en verre. Les ingénieurs en chef et les investisseurs de C-Levels se sont connectés en silence sur le mur du fond. Un moment de silence. Puis, dans le coin le plus éloigné de la pièce, un lent grincement de balai. Evan, le concierge de nuit, se déplaçait prudemment sur le bord du sol en verre, les genoux légèrement fléchis, un balai à la main, vêtu d'un uniforme défraîchi mais propre. Il n'avait pas levé les yeux une seule fois, mais maintenant, sans détourner le regard du verre, il dit d'une voix basse mais claire: « Vos données ne sont pas biaisées, mais vos attentes le sont. » Ces mots tranchèrent, comme un fil se rompant dans une toile tendue. Tout le monde se retourna. Daniel Cross, le directeur des opérations, poussa un soupir sec, mi-rire, mi-moquerie. « Oh, formidable! Nous avons maintenant un comité de pairs composé de concierges. » Quelques rires nerveux suivirent. Clara ne rit pas. Elle leva lentement les yeux. Evan poursuivit. « Je ne suis pas sur la défensive, je suis juste honnête. Vous entraînez le modèle avec un cadre de rareté. Le désespoir suscite certes un engagement plus important, mais vous n'avez pas fixé de seuils éthiques. L'optimiseur fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Vous dites que nos ingénieurs sont négligents ?» répliqua Daniel. « Non, » répondit simplement Evan. « Je dis que les incitations le sont. » Un autre silence. Le regard de Clara se fit plus intense, pas hostile, mais alerte, quelque chose dans son intonation, la façon dont il séparait la logique du blâme. Elle avait déjà entendu ce ton, il y a 17 ans, dans une salle de classe du lycée, une fille brisée, un modèle rouillé pour le salon des sciences et un jeune professeur qui refusait d'abandonner l'un ou l'autre. Un jour, tu construiras ce que les gens disent impossible à construire. Le souvenir s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. Clara baissa les yeux vers sa tablette. Elle tapa 3 mots. Pause, déploiement immédiat, puis leva les yeux. « Aïcha », dit-elle en s'adressant à la femme assise à côté d'elle. « Pouvez-vous confirmer nos paramètres éthiques? Je veux un examen complet d'ici la fin de la semaine. » Aïcha Patel, directrice juridique, acquiesça d'un signe de tête sec. « Nous commencerons dès aujourd'hui. » Daniel se cala dans son siège, la mâchoire serrée. « Nous sommes à 2 semaines de l'introduction en bourse. Nous n'avons pas le temps de reformer tout un modèle. » Clara ne scia pas. Mieux vaut tard que jamais. Sur ce, elle se tourna vers les investisseurs en ligne. Nous reporterons la présentation d'AI CareLift jusqu'à ce que le service de conformité interne ait terminé son audit. Et vous, à la place de Clara, auriez-vous appuyé sur pause? Dites-le en commentaire, je lis tout. Nous vous remercions de votre patience. L'écran s'assombrit. Le moment passa, mais la main de Clara resta immobile, les doigts posés légèrement sur l'écran de sa tablette. Le nom Evan Cole brillait, faiblement tiré du journal interne du bâtiment. Juste en dessous, une autre notification s'afficha. La conférence téléphonique interne sur la préparation de l'introduction en bourse a été avancée. Nouvelle heure, vendredi 8h00. Elle expira doucement. Les enjeux venaient de doubler et la seule personne qui avait remarqué la fissure dans la vitre était l'homme qui la nettoyait. Le bâtiment se vidait, une lumière après l'autre. La plupart des gens ne voyaient jamais Aurelia Dynamics après la tombée de la nuit, lorsque le verre poli se transformait en miroir et que le bourdonnement des machines remplaçait les conversations. Mais pour Evan Cole,
C'était à ce moment-là que le monde prenait tout son sens. Calme, prévisible, honnête. Il passa son badge devant l'horloge du terminal. Un bip doux, un flash vert, 10 heures pile. Il échangea ses chaussures de travail usées contre une autre paire, aux semelles encore plus vieilles, maintenues ensemble par du ruban adhésif noir. Son index gauche était gercé par l'air sec de l'hiver. Il l'enveloppa soigneusement dans un morceau de tissu avant de prendre le seau à serpillière. Marilyn Vega, sa collègue, passa devant lui avec un sourire fatigué. Elle faisait partie du personnel de nettoyage depuis 15 ans de plus que lui, et elle remarquait tout. « Salut, professeur !» le taquina-t-elle en sortant un pansement de sa poche. « Tu saignes encore ?» Evan sourit faiblement. « Merci, de rien. » Elle décolla le pansement et le pressa dans sa main. La démonstration d'aujourd'hui à l'étage a fait peur au cadre. Il marqua une pause, baissant les yeux. « Je ne leur ai pas fait peur, j'ai juste dit la vérité. C'est ça qui leur fait peur, » dit-elle en éloignant son chariot. Il rit doucement et se remit au travail. Le sol en verre brillait là où le balai était passé. Les reflets déformaient et transformaient les visages des gens qui n'avaient jamais pris le temps de baisser les yeux pour s'y voir. À 23h40, Evan était chez lui à Brooklyn, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur qui sentait légèrement la poussière et le détergent au citron. Il accrocha sa veste sur une chaise, posa sa boîte à lunch sur le comptoir et ouvrit le robinet de la cuisine. Une goutte tomba lentement, puis une autre. Il tourna le robinet. La fuite s'aggrava. « Évidemment », murmura-t-il en cherchant une clé qui ne convenait plus. Une lettre était ouverte sur le comptoir. Avis de loyer dû, 2e rappel. Il la plia soigneusement et la plaça sous un sous-verre. L'habitude d'un homme qui ne supportait pas le désordre, même lorsque sa vie était pleine de fissures. De la petite chambre venait un faible bruit, le rythme respiratoire d'un enfant endormi. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Maddie dormait recroquevillée autour d'une éolienne en carton qu'ils avaient construite à partir d'un vieux ventilateur. Les pales tournaient lentement sous le murmure du radiateur. Son sac à dos était ouvert à côté du lit. À l'intérieur de la boîte à lunch de demain, un sandwich au beurre de cacahuètes, une pomme et une note pliée écrite de sa main ronde. « Tu répares ce que les gens pensent ne pas pouvoir être réparé. » Il toucha la note, le coin de sa bouche se relevant malgré le poids qui pesait sur lui. Dehors, les sirènes s'estompaient sur Flatbush Avenue. Le monde continuait de tourner. Il s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son cahier usé, rempli non pas de plaintes, mais de croquis, de cartes de circulation d'air, de schémas de câblage et d'un plan de réduction des coûts pour le système de climatisation d'Aurelia. Il n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Il aimait simplement améliorer les choses. Il regarda l'horloge. Minuit. « C'est l'heure de dormir, Jenny », se murmura-t-il avant d'éteindre la lumière. De l'autre côté de l'East River, le 38e étage d'Aurelia était encore éclairé. Clara Monroe était assise seule, son blazer posé à côté de sa chaise, ses talons sur le sol. La ville à l'extérieur brillait d'un calme artificiel, signe de réussite. Des tours de verre infinis prétendant être des étoiles. Sur son écran, répertoire des employés, division maintenance. Elle tapa Evan Cole. Un fichier apparut. Numéro d'employé 0432, poste. Technicien de maintenance, équipe de nuit, date d'entrée en fonction, 2019, superviseur, responsable des installations, Marilyn Vega. Elle fit défiler la page vers le bas. Emploi précédent, professeur d'enseignement technique au lycée Brooklyn South. Récompense, professeur de l'année 2012 de l'État de New York. Motif du départ, congé familial pour raison médicale, maladie terminale du conjoint. Clara eut la gorge serrée. Elle cliqua sur un article lié et une nouvelle archivée, accompagnée d'une petite photo. Evan Cole debout, à côté d'un projet scientifique d'élèves. Un enseignant local fait découvrir l'ingénierie du monde réel à ses élèves. Son regard se posa sur la légende. Il apprend aux enfants à construire ce qu'ils pensaient ne pas pouvoir faire. Elle resta longtemps sans rien dire. Puis elle ferma l'onglet. La reconnaissance émotionnelle était dangereuse dans sa position. Chaque réaction pouvait être perçue comme du favoritisme. Chaque impulsion était un handicap. Elle se tourna vers la fenêtre, son propre reflet la regardant, fatigué, précis, légèrement hanté. Elle ouvrit son agenda professionnel et commença à taper une directive à l'intention des ressources humaines. Objet. Initiative pilote ouverte à tous les postes. Description. Micro-présentation de 10 minutes ouverte à tous les employés, quel que soit leur poste, pour soumettre des propositions d'économie ou d'innovation. Objectif. Encourager l'inclusivité et le dialogue interfonctionnel. Date de lancement. Mercredi. Alshir Ouzio, PM. Avant d'envoyer, elle mit en copie la directrice juridique Aïcha Patel.
Son message figurait sous le brouillon. Veuillez vérifier s'il existe un risque de représailles. Nous aurons besoin de garde-fous clairs pour les participants. Soumission anonyme facultative. Aucune évaluation liée aux évaluations de performance. Aïcha répondit en quelques minutes, même à 00h22. Aïcha, bonne initiative. Je vais préparer le texte de conformité et les communications. Devons-nous nous attendre à une attention extérieure, Clara? À terme, oui, mais pas encore. Elle laissa ses doigts planer un instant au-dessus du clavier, puis envoya le message. Clara sourit faiblement devant cette ironie. Elle se leva, s'étira et se tourna vers le couloir plongé dans l'obscurité. Pendant un instant, elle aperçut à nouveau son reflet, non pas dans la fenêtre cette fois, mais dans le sol ciré sous son bureau, et pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, elle imagina la silhouette floue d'une serpillière se déplaçant silencieusement dessus. De retour à Brooklyn, Evan se réveilla au bruit du robinet qui fuyait. Il se rendit pieds nus dans la cuisine et prit une serviette. La fuite avait ralenti, sans être réparée, mais elle était suffisamment stable pour être ignorée. Il regarda la boîte à lunch qui attendait près de la porte. Il sourit en se souvenant du mot de Maddy. « Tu répares ce que les gens pensent irréparable ». Il la glissa dans son portefeuille, à côté d'une photo défraîchie de sa défunte épouse. Son visage était illuminé par le soleil, ses cheveux éclatants. « J'essaie toujours », murmura-t-il. Puis il s'assit un moment près de la fenêtre, regardant les lumières de Manhattan clignoter au loin, les lumières de personnes qui ne connaîtraient jamais son nom. Mais parmi elles, une femme qu'il avait connue autrefois. Le modèle continuait de s'effondrer. Une minuscule éolienne, à peine plus haute qu'une tasse à café, gisait sur le côté sur le bureau. Ses pales en papier s'affaissaient d'un côté, ne captant plus l'air du ventilateur. Clara Monroe, 17 ans, fronça les sourcils. Ses mains étaient couvertes de colle séchée et d'encre provenant d'un stylo à moitié renversé. Elle expira bruyamment par le nez, comme si sa frustration seule pouvait redresser l'objet. « J'ai suivi les instructions », marmonna-t-elle. De l'autre côté de la pièce, Evan Cole, 21 ans, plus jeune, aux traits anguleux et aux cheveux rasés, tout juste sorti d'un programme d'enseignement estival, était appuyé sur le bord d'une table de laboratoire encombrée, les bras croisés. « C'est ça le problème, » dit-il. « Tu as suivi les instructions. » Mais le vent se moque des instructions. Il se soucie de l'équilibre, de la conception et de la patience. Elle lui lança un regard noir. « Facile à dire pour toi? Tu n'as pas fait 2 services d'affilée au restaurant Charlie's. Je sais que tu es fatigué. » Il s'approcha et s'accroupit à côté du modèle. « Mais j'ai vu des gens fatigués faire de belles choses, surtout toi. » Clara détourna le regard. Ses mains tremblaient tandis qu'elle réajustait la base. « Pourquoi est-ce si important ?» murmura-t-elle. « Ce n'est qu'un stupide projet pour la foire. » Evan ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il souleva doucement l'une des pales et enroula le fil métallique au centre, avec soin et précision, comme s'il s'agissait de verre fragile. Puis il dit « Parce que quand les gens te disent que quelque chose est impossible et que tu le fais quand même, à ce moment-là, même s'il ne s'agit que d'un jouet qui tourne dans le vent, cela te redonne foi en toi. » Il se leva, plaça le modèle devant le ventilateur de bureau et l'alluma. Les pales vibrèrent, crépitèrent, puis se mirent à tourner. Clara écarquilla les yeux. Evans sourit, les bras croisés. « Un jour, tu construiras quelque chose que les gens disent impossible à construire. » Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta. « Promets-moi, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Ne laisse pas le monde te faire oublier comment réparer les choses. » Clara regarda la turbine qui tournait maintenant rapidement, captant chaque brise. « Je te le promets, » dit-elle. Ce même mardi soir, juste avant le coucher du soleil, Clara Monroe était assise seule dans son bureau d'angle, au-dessus de Manhattan. Le vent à l'extérieur pressait doucement contre la vitre, le léger cliquetis de la pression atmosphérique lui rappelant à quel point la barrière entre elle et le vide était mince. Elle fixait l'horizon, une forêt de tours d'acier et de verre qui grattaient le ciel sans jamais le toucher. Sa tablette était éteinte sur le bureau, son téléphone était retourné, et pourtant, la pièce semblait bruyante, comme si les souvenirs avaient leur propre volume. Elle murmura à voix haute, sans s'en rendre compte. « J'ai oublié cette promesse pendant trop longtemps. » Personne ne répondit, et elle resta assise en silence, une PDG sans public, se souvenant du seul moment où quelqu'un lui avait dit qu'elle pouvait être plus qu'une simple stratège. Puis son interphone sonna. C'était Laïa, sa secrétaire générale. « Juste pour info, la révision d'Aïcha du protocole d'ouverture est terminée. Nous enverrons les communications internes demain. »« Merci, » dit Clara doucement. « Envoyez-moi le projet complet de conformité. » Elle ne posa pas de questions sur Evan. Elle n'en avait pas besoin.
Elle savait que le véritable risque n'était pas juridique, il était émotionnel. Et les émotions dans le monde des affaires étaient l'ennemi de la clarté. Du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Elle regarda à nouveau par la fenêtre, une vitre qui ne reflétait qu'une partie de son visage. Le reste était dans l'ombre. De l'autre côté du fleuve, à Brooklyn, peu après 18 heures, Evan équilibrait un ventilateur de bureau sur le comptoir de la cuisine, tandis que Maddie gloussait en tenant fermement la bouteille en plastique. Evan sourit et approcha le ventilateur. « Ok, dit-il. Si nous réglons l'angle des pales correctement, nous devrions obtenir une portance, mais elle doit être constante, pas de vacillement. » Et si c'est dans ce moment, elle haussa un sourcil. « Constante comme ton étrange sandwich au beurre de cacahuète tous les jours. » Il cligna des yeux. Le beurre de cacahuète est un classique. Ne remets pas en question la science. Elle éclata d'un rire franc et libre. La turbine de la bouteille sur le comptoir de la cuisine se mit à tourner lorsque le ventilateur se mit en marche. Les yeux de Maddie s'illuminèrent. « Ça marche. »« Oui, » dit Evan en ajustant légèrement l'angle. « Parce que nous n'avons pas simplement copié les instructions. Nous avons observé. Nous nous sommes adaptés. » Maddie leva les yeux vers lui. On dirait un professeur. Il fit une pause, puis s'assit à côté d'elle. Je l'étais. Que s'est-il passé? Il resta silencieux. Puis la vie est devenue compliquée. Et parfois, quand on essaie de tout gérer, l'enseignement passe au second plan. Maddie acquiesça comme si elle comprenait, même si elle n'avait que 9 ans. Elle appuya sa tête contre son bras. « Tu continues à m'apprendre des choses tous les jours. » Evan eut la gorge serrée. Il passa un bras autour d'elle et laissa le moment s'imprégner. Parfois, le monde n'avait pas besoin d'être réparé. Parfois, il avait juste besoin d'être vu. Plus tard dans la nuit, siège social d'Aurélia, 21h40. Clara fixait un nouveau document sur son écran. Programme interne pilote ouvert à tous les postes. Lancement demain à 16h. Elle le lut 2 fois, puis ouvrit une note privée. L'homme qui a dit que l'ensemble de données n'était pas biaisé. Il s'appelle Evan Cole. Elle fit une pause, les doigts suspendus au-dessus du clavier, puis effaça la phrase. Elle n'était pas prête à officialiser ce lien. Pas encore. Mais l'écho de sa voix résonnait encore, mesuré, direct, les optimiseurs faisant exactement ce qu'on leur avait demandé. Elle se leva et se dirigea vers le fond de son bureau, où un schéma encadré du premier produit d'Aurélia était accroché au mur. Un système d'enracinement pour les équipements hospitaliers, efficace mais sans âme. Il avait remporté des prix, permis de réduire les coûts, fait la une des journaux, mais avait-il changé quelque chose? Vraiment? Elle toucha le verre. La surface était propre, mais le reflet qui la regardait semblait incomplet. Quelques heures plus tard, dans le silence de minuit, Evan était de nouveau assis seul à la table de la cuisine. L'appartement était enfin calme. Il ouvrit la boîte à lunch de Maddie, vérifiant que le couvercle se fermait correctement. À l'intérieur se trouvait un nouveau mot écrit au marqueur violet. « La science, c'est ce qui nous permet d'améliorer les choses. » Il sourit et glissa le mot dans son portefeuille, à côté de celui de la veille. Les pages de son ancien cahier d'enseignant étaient ouvertes à côté de lui. Des croquis de modèles énergétiques, des schémas de câblage, des plans oubliés. Il fixait un dessin représentant une petite éolienne, comme celle qu'il avait aidé une fille à construire il y a très longtemps. Une fille qui avait promis de ne pas oublier comment réparer les choses. Peut-être n'avait-elle pas oublié. Le panneau à l'extérieur de la petite salle de conférence au 22e étage indiquait « Innovation ouverte à tous, quel que soit votre rôle. 3 minutes par idée, chaque voix compte. » Cela ressemblait à un slogan, mais à l'intérieur de la salle, les choses semblaient plus réelles. Les rangées de chaises se remplirent rapidement d'ingénieurs, d'analystes, de membres du personnel opérationnel, et même de 2 membres de l'équipe de la cafétéria, vêtus de tabliers propres. Personne ne portait de badge nominatif, c'était la règle. Pas de titre, juste des voix. À l'avant, un simple podium, un micro, un minuteur numérique affichant un 0 rouge lumineux. À côté était assise la directrice juridique Aïcha Patel. Les bras croisés, son expression était indéchiffrable. À côté d'elle se trouvait Laia Torres, secrétaire générale, un bloc-notes à la main. Tout était enregistré de manière légale et transparente. Clara Monroe se tenait à l'écart, appuyée contre le mur près d'une machine à café. Elle ne figurait pas à l'ordre du jour. Elle était là pour écouter, observer, évaluer, car il ne s'agissait pas de hiérarchie, il s'agissait de signal. Et à ce moment-là, elle avait besoin de savoir qui se souciait encore des fondations sous le vernis. Les premiers intervenants ont présenté des propositions prudentes visant à améliorer l'efficacité des corrections de bugs mineurs
et une modification intelligente de l'interface utilisateur qui a été saluée par des applaudissements polis. Puis vint le tour d'Evan Cole. Les têtes se sont tournées depuis le fond de la salle où se tenait Evan. Sa chemise bleu marine était soigneusement repassée, son nom brodé en cursive au-dessus de sa poitrine. Il s'est dirigé calmement vers le podium, sans nervosité, juste avec détermination. Il a légèrement ajusté le micro. « Bonjour à tous. Pas de notes, juste ma mémoire. Je m'appelle Evan, je suis gardien de nuit. Je travaille chez Aurelia depuis 4 ans. » Quelques visages ont semblé perplexes. Un ingénieur au 2e rang a haussé un sourcil. Evan a poursuivi. « J'ai soumis une brève note sur l'optimisation de la charge énergétique de notre système CVC à l'aide de capteurs à faible coût, principalement des capteurs infrarouges passifs et des capteurs de variation de température. Je voudrais vous expliquer. » Il a tapoté la tablette sur le podium, faisant apparaître un schéma du système de ventilation du bâtiment. Des superpositions simples, codées par couleur. J'ai remarqué que certaines zones étaient inutilement refroidies après minuit. Nous faisons fonctionner le débit d'air à plein régime dans des étages inoccupés. Avec des capteurs de mouvement à 20 $ et une chaîne logique basique, nous pourrions réduire le temps de fonctionnement sans nuire au refroidissement des serveurs ni à la conformité aux normes anti-incendie. Il passa à la diapositive suivante. Un graphique simple. Économies estimées à 1,8 million de $ par an. Silence. Pas de stupéfaction. Réfléchissement. Il hocha une fois la tête. C'est tout. Merci. Il recula. Aïcha griffonna quelque chose sur son bloc-notes. Clara gardait les yeux rivés sur Evan, sans être impressionnée. Pas encore. Elle observait simplement. De l'autre côté de la pièce, Daniel Cross gloussa. Le directeur des opérations se pencha en avant sur sa chaise, d'un ton léger, mais empreint de condescendance. Donc, nous suivons désormais les conseils énergétiques de la division balai et seau. Quelques mouvements inconfortables dans la pièce. Clara ne bougea pas. Evan le regarda calmement. « Je ne suis pas ici pour m'attribuer le mérite, mais pour faire des économies. » Daniel sourit narquoisement. « Laissez-moi deviner. La semaine prochaine, vous aurez aussi un plan pour notre tournée de présentation en vue de notre introduction en bourse. » Avant que quiconque puisse parler, le directeur financier d'Amon-Ri leva la main. « En fait, dit-il prudemment, j'aimerais que les services techniques testent cela pendant 48 heures. Comparez la consommation d'énergie avec les compensations proposées par Evan. Des données réelles. » Daniel se tourna vers lui. « Vous n'êtes pas sérieux. » Damon haussa les épaules. « Si nous pouvons économiser 1,8 million de $, je suis très sérieux. C'est une piste. » À l'arrière, Ben Armitage, le directeur de la sécurité informatique, intervint. Juste pour ajouter que l'utilisation de capteurs isolés non connectés au réseau signifie qu'il n'y a pas d'augmentation du risque cybernétique. Faible barrière, rendement élevé. J'aime ça. Clara le vit. Le changement, non pas dans les mots, mais dans la posture. La salle ne riait plus. Daniel croisa les bras et marmonna quelque chose d'inaudible. Clara ouvrit discrètement son téléphone et consulta le tableau de bord interne qu'elle avait mis en favori plus tôt dans la semaine. Un élément attira son attention. Module de surveillance éthique. Contournement du statut. CARE AI enregistré. Contournement initié par le compte COO à 7h16 lundi matin. Elle cligna des yeux. C'était quelques minutes avant le désastre de la démonstration de l'IA. Elle serra les mâchoires en regardant le tableau de bord. Contournement du contrôle éthique par COO. Elle ne réagit pas publiquement, se contentant de verrouiller l'écran, mais dans son esprit, l'alarme sonnait. Quelques heures plus tard, Clara était de retour dans son bureau, regardant à nouveau les images de l'open space. Elle fit une pause au niveau du schéma d'Evans. Ce n'était pas seulement intelligent, c'était élégant. Puis, elle rembobina à nouveau, écouta son ton, son rythme. Pas d'ego, juste de la clarté. Elle consulta sa note de soumission. Elle comptait 2 pages, était claire, étiquetée, comprenait des délais estimés, et l'approvisionnement en équipement, ce n'était pas les conjectures d'un concierge, mais la logique d'un technicien. Elle fit défiler la page et revint au tableau de bord. Le contournement de l'éthique était réel, et la signature était celle de Daniels, ce qui signifiait que ce n'était pas un hasard, c'était un choix. Si vous pensez que la vérité finit toujours par remonter, laissez un like, ça aide cette histoire à toucher plus de monde. Et Evan n'avait pas seulement repéré un bug, il avait déclenché la faille. Le soir même, dans le vestiaire de la maintenance, Evan était assis sur un banc en train de délacer ses bottes lorsque Marilyn entra, jetant ses gants dans le panier à linge. « Tu as fait transpirer quelques personnes aujourd'hui », dit-elle avec un demi-sourire. « Je ne voulais pas, c'est pour ça que ça a marché. » Elle lui tendit une serviette en papier plié. «
À l'intérieur se trouvait un petit pain sucré de la cafétéria. Encore chaud, tu l'as mérité. Il acquiesça avec gratitude. Merci. Marilyn s'assit à côté de lui, silencieuse pendant un moment. Tu sais, dit-elle finalement, certaines des personnes dans cette pièce n'ont jamais été abordées par quelqu'un sans titre. Pas vraiment abordées. Evan ne répondit pas, mais quelque chose remua dans sa poitrine. Pas de la fierté, mais de la responsabilité. Il était un peu plus de 9 heures. Dans un canal Slack privé, visible uniquement par Clara, Aïcha et la petite équipe de conformité, un léger ping rompit le silence. Un nouveau message s'afficha à l'écran. Alerte. Contournement de l'administrateur système détecté. Source compte, COO, saisie. Manuel fichier, Carelift. Staging, Waits. To JSON signalé. Signalé. Niveau de crédit agressif pour la catégorie de risque. 4. Clara fixa le message. Les mots étaient tranchants comme du verre. Il ne s'agissait plus d'une question d'apparence. Ce n'était pas un malentendu ou un bug. C'était un système qui était délibérément contourné. Et pour la première fois, quelqu'un avait osé dire la vérité à voix haute dans une pièce qui était restée silencieuse pendant trop longtemps. L'alerte est arrivée juste au moment où Evan terminait son deuxième tour d'inspection de l'étage. Un message provenant de l'application des installations s'est affiché sur sa tablette de gardiennage. Réunion immédiate requise. Salle 11, C, représentant des RH présents. Aucune explication, aucun contexte. Il s'essuya les mains sur un chiffon, reposa le balai dans le chariot et se dirigea vers l'ascenseur. Le couloir devant la salle 11C était calme, trop calme. À l'intérieur, 2 personnes attendaient. Julia, des ressources humaines, le visage neutre et l'air préparé, et quelqu'un de la sécurité des installations avec un bloc-notes et un badge à moitié visible. Monsieur Cole. Julia dit doucement « Veuillez vous asseoir ». Evan s'assit. Elle fit glisser un document sur la table. « Nous avons reçu un rapport faisant état d'une possible mauvaise utilisation du matériel dans votre zone de travail. Nous sommes tenus de lancer une enquête préliminaire et, pendant cette période, vous serez mis en congé administratif temporaire avec salaire complet. C'est la procédure standard. » Il cligna des yeux. « Je suis désolé. » Mauvaise utilisation de quoi ? Julia jeta un bref coup d'œil à l'homme à côté d'elle, puis s'éclaircit la gorge. Nous avons trouvé des résidus de solvants industriels dans un placard réseau adjacent à la salle des serveurs. Nous craignons que cela ait pu contribuer à un dysfonctionnement du matériel. Evan la fixa du regard. Ce placard est toujours fermé à clé. Je n'y ai jamais fait de ménage. Je n'ai même pas le code d'accès. Nous comprenons, répondit-elle sans méchanceté. Mais il y a un problème potentiel de chaîne de conservation. Jusqu'à ce que nous ayons fini de rassembler les faits, nous devons limiter l'accès aux zones à fort impact. Vous pensez que j'ai saboté quelque chose ? Demanda-t-il calmement, mais incrédule. Nous ne disons pas cela, répondit-elle rapidement. Nous recueillons simplement des informations. Il baissa les yeux vers le document. En tête RH, langage juridique prudent, objet, suspension temporaire en attendant l'examen interne, statut, rémunéré, non punitif, durée indéterminée, nous vous informerons dans les 7 jours ouvrables, ajouta-t-elle. Evan ne dit rien. Il signa à l'endroit indiqué, se leva et sortit sans un mot. L'air extérieur semblait plus vif que d'habitude. 9h02, bureau de Clara. Clara lut la mise à jour des RH une fois, puis une deuxième fois, les mâchoires serrées. Elle décrocha le téléphone. « Aïcha, j'ai besoin de toi ici. » Quelques minutes plus tard, Aïcha Patel entra avec son ordinateur portable. « Ça sent le prétexte », dit Clara en faisant les 100 pas. Il sacrifie le personnel d'entretien pour un incident dans la salle des serveurs. Aïcha ouvrit son écran. Daniel avait autorisé un balayage des journaux d'accès interne 2 jours auparavant. Le rapport d'incident était commodément vague. Aucune date, aucun dommage réel enregistré. Puis vint la riposte. « Pas ouverte », dit Aïcha en hochant la tête, « mais commode et dangereuse, surtout après l'ouverture des bureaux. » Clara se retourna brusquement. « Que pouvons-nous faire ? Une conservation légale ?» répondit Aïcha. « Nous en émettons une maintenant. Gèle tous les journaux, les emails, les enregistrements des badges, les contrôles d'accès physique. Verrouille la trace des données. Fais-le, dit Clara, et demande à quelqu'un de l'extérieur d'examiner les métadonnées. J'ai déjà contacté Foris Forensics, ajouta Aïcha. Ils sont réputés, discrets et indépendants. Clara expira. Bien. Puis elle marqua une pause, et Aïcha haussa un sourcil. Et lui ? Je ne veux pas que quelqu'un de mon équipe le contacte directement, dit Clara fermement. Pas de faveur, pas d'avertissements amicaux. Nous suivons la procédure. Si cela nous revient comme une ingérence, cela fera le jeu des mauvaises personnes. Aïcha acquiesça. Bien vu.
Clara se dirigea vers la fenêtre et regarda l'avenue en contrebas. La vie des voitures est source de distraction. Tout bouge sans tenir compte de ce qui importe. Un concierge dit la vérité. Le système riposte. Elle murmura presque une prière. « Reste clean, Evan. Je m'occupe du reste. » 17h24, Brooklyn. Evan posa la bouilloire plus brutalement que nécessaire. Elle heurta la cuisinière dans un bruit métallique. Maddie était assise à la table de la cuisine, son sac à dos ouvert, des marqueurs éparpillés partout. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle. Il la regarda. « Qui a dit qu'il y avait quelque chose à dire ? Tu fais du thé avec colère, » dit-elle d'un ton neutre. Plus le bruit est fort, plus j'en sais long. Il soupira et s'assit en face d'elle. Ils m'ont renvoyé chez moi. Il a fini par dire qu'il y avait une enquête. Elle écarquilla les yeux. À cause de cette réunion ? Non. Il marqua une pause. Oui ? Peut-être. Je ne sais pas. Elle tripota le coin de son cahier. Tu as menti ? Non. Tu as cassé quelque chose ? Non. Alors pourquoi ? Il tendit le bras par-dessus la table et posa sa main sur la sienne. Parce que parfois, dit-il doucement, quand quelqu'un dit la vérité, ceux qui ont intérêt à ce que le silence règne deviennent nerveux. Elle cligna des yeux. Donc, tu as été puni pour avoir été honnête. Il hésita, puis acquiesça. Oui, sa voix était faible. Ce n'est pas juste. Non, admit-il, mais la justice prend du temps, et les gens qui font ce qui est juste doivent simplement être plus patients que ceux qui font ce qui est mal. Elle le regarda longuement, puis fouilla dans son sac à dos et en sortit un nouveau post-it. À l'encre violette, elle écrivit « Être courageux, ce n'est pas faire du bruit, c'est être silencieux et têtu. » Elle le lui tendit. Il le glissa dans son portefeuille, derrière les autres. Ses yeux brillèrent. « Merci, Maddie. Maintenant, va finir ton thé de colère, » dit-elle. 20h37, siège social de Foris Forensics. Le rapport arriva rapidement. Aïcha ouvrit le document sécurisé et le scanna ligne par ligne. Conclusion préliminaire. Module éthique de l'incident de la salle des serveurs du sujet médico-légal Portis. Notre analyse confirme qu'une modification manuelle du journal a eu lieu dans la chaîne d'administration de l'environnement de test de l'IA. L'entrée a été modifiée à l'aide d'identifiants élevés qui ne sont généralement pas accordés au personnel des installations. Les métadonnées confirment un événement d'escalade des privilèges lundi matin à 7h16. Utilisateur d'origine, Ucross D. Daniel Cross. Le cœur d'Aïcha battait à tout rompre. Ce n'était plus seulement un soupçon, c'était une preuve numérique. Elle prit son téléphone. « Clara, nous avons un problème et une solution. » Evan vérifia à nouveau l'heure. 19h19. Il s'essuya les mains sur un torchon qui avait connu des jours meilleurs. La bouilloire cabossée cliquetait doucement sur la cuisinière et le robinet qui fuyait derrière lui tapait son rythme lent et irritant dans l'évier métallique. Il avait l'intention de le réparer il y a 2 week-ends, mais il a dû faire des heures supplémentaires. Le projet scolaire de Maddie, la présentation en open floor, puis les retombées. Il passa une main dans ses cheveux et jeta un coup d'œil autour de lui. La cuisine était propre, mais habitée. Le genre d'espace où les objets avaient une utilité, pas un aspect esthétique. Une photo défraîchie de Maddie et de sa mère était accrochée dans le coin magnétique du réfrigérateur. Une petite pile de post-it, chacun contenant un message d'encouragement différent de Maddie, était posée dans un bocal à côté du sucrier. Toc, toc, juste à l'heure. Evan se dirigea vers la porte et l'ouvrit avec précaution. Clara Monroe se tenait sur le seuil, flanquée de Laia Torres Aurelia, la secrétaire générale de l'entreprise, qui portait un mince dossier juridique et affichait une neutralité acquise par l'expérience. « Bonsoir », dit Clara doucement. Evan acquiesça d'un signe de tête. « Entrez ». Laia entra la première et balaya brièvement la pièce du regard, avec l'œil de quelqu'un qui sait reconnaître les traces d'audit tant dans les données que dans le langage corporel. Elle prit place dans le salon, à portée de voix mais sans gêner. Clara la suivit dans son manteau noir sur mesure, à la fois élégant et discret. Elle regarda les carreaux usés du sol, la tache d'eau près de la cuisinière, puis la modeste table en bois où Evan lui fit signe de s'asseoir. Elle prit une inspiration. « Merci de m'avoir accordé du temps. » Evan croisa les bras. Difficile de refuser l'invitation d'un PDG, surtout quand vous venez avec votre propre témoin. Clara sourit faiblement. Le protocole standard nous protège tous les deux. Il acquiesça. Je respecte cela. Elle regarda autour d'elle. Cette cuisine me rappelle celle où j'ai grandi. Du linoléum bon marché, des tasses ébréchées, une fenêtre qui ne fermait jamais complètement. Evan haussa un sourcil. Je n'ai pas toujours été comme ça, dit Clara en désignant sa tenue, sa posture.
le calme et la force qui émanaient d'elle comme une seconde peau. Il fut un temps où je n'avais pas d'argent pour déjeuner, où ma mère travaillait la nuit et pleurait en silence sur les lettres d'expulsion. Evan ne dit rien, la laissant parler. Il y eut une foire scientifique, continua-t-elle. Il y a 17 ans, mon projet était en train de s'effondrer, littéralement, et j'étais sur le point d'abandonner. Elle leva les yeux, le regard fixe, mais il y avait ce jeune professeur à peine plus âgé que nous. Il est resté après les cours, m'a aidé à reconstruire, et quand la turbine a tourné, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Evan cligna lentement des yeux. Il s'en souvenait. Un jour, tu construiras quelque chose que les gens pensent impossible à construire. Elle acquiesça légèrement. Cette voix était la tienne. Le silence envahit la cuisine. Seul le robinet qui fuyait le rompait. Evan se pencha en arrière, les yeux légèrement plissés. Pourquoi maintenant? Clara croisa les mains. Parce que cette même voix vient de dire une vérité qui met les gens mal à l'aise. Et maintenant, elle est punie. Tu penses que j'ai besoin d'être défendue? Non, dit-elle doucement. Je pense que c'est le système qui en a besoin. Elle sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. J'ai déjà lancé une procédure de conservation légale. Le Conseil général coordonne l'opération avec Foris Forensics. Nous n'allons pas étouffer cette affaire. Le regard d'Evan ne la quittait pas. Alors, qu'attendez-vous de moi? Clara le regarda dans les yeux. J'ai besoin que vous nous montriez où se trouve la tige, mais sans la toucher. Plus de démonstrations, plus de documents. Contentez-vous de guider nos yeux. Nous ferons le reste dans les règles. Evan se pencha en arrière, les bras croisés. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Elle ne broncha pas. Parce que je ne vous demande pas de sauver l'entreprise. Je te demande d'aider à sauver les personnes qui y travaillent et qui croient encore en l'intégrité. Des personnes comme Maddy. Sa mâchoire se crispa à l'évocation de sa fille, mais il ne dit rien. Je ne te laisserai pas être le bouc émissaire, ajouta-t-elle. Mais je ne peux pas non plus promettre que le conseil d'administration ne ripostera pas. Plus la vérité est claire, plus elle frappe fort. Evan resta silencieux. Puis, finalement, il acquiesça. « Je ne toucherai pas au système », dit-il. « Mais je vous montrerai où il y a des failles. » Clara expira longuement, sans s'être rendu compte qu'elle retenait son souffle. « Merci », dit-elle. Il se leva, se dirigea vers le comptoir et versa 2 tasses d'eau chaude provenant de la bouilloire. Une pour elle, une pour lui. Pas de sachet de thé, juste de la chaleur. Elle prit la tasse, enroulant ses mains autour de la céramique, et pendant un instant, il n'était plus PDG et concierge, mais simplement 2 personnes assises à une table de cuisine, se souvenant de ce qu'elles étaient autrefois et décidant de ce qu'elles voulaient devenir. La porte de la salle de conférence 14B resta fermée pendant la majeure partie de la semaine. Pas de plaque nominative, pas d'inscription au calendrier public. À l'intérieur, il n'y avait ni traiteur, ni diaporama, ni applaudissements. Juste la vérité recherchée petit à petit. C'était l'équipe fantôme. Clara l'avait baptisé Ingest. Aïcha n'avait pas ri, mais elle n'avait pas contesté ce nom, car il était approprié. C'était un groupe destiné à voir sans être vu, à nettoyer sans laisser d'empreinte. Ses membres étaient triés sur le volet, discrets et profondément dignes de confiance. Aïcha Patel, directrice juridique, coordonnait tout. Elle était assise en bout de la longue table étroite, son ordinateur portable ouvert, un stylo rouge à la main. Son regard ne manquait rien. Ben Armitage, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, avait verrouillé l'environnement de test avec une précision militaire. Il enregistrait chaque demande, isolait chaque sous-système et maintenait le système d'analyse forensique de Forensics entièrement cloisonné. Laia Torres, la secrétaire générale, tapait les procès-verbaux en temps réel, consignant chaque étape juridique avec une neutralité méticuleuse, car si jamais l'affaire était portée devant les tribunaux ou les autorités de régulation, les traces écrites parleraient plus fort que n'importe quelle personne. Robert Kim, président du comité d'audit et ancien responsable de la conformité fédérale, examinait chaque fichier, chaque clause, chaque conclusion. Il parlait peu, mais quand il le faisait, tout le monde l'écoutait. Et puis, il y avait Evan. Il n'était pas membre officiel, ni employé officiel cette semaine-là, mais il était assis dans le coin, les mains jointes, ne parlant que lorsqu'on lui adressait la parole, sauf si c'était important. Mardi 10, 22A. Aïcha tapota son stylo sur une feuille de calcul imprimée. Nous devons remonter à la première déviation dans la logique de recommandation du modèle. Ben acquiesça. Foris passe déjà au crible les fichiers de pondération, mais nous avons besoin de logique humaine. Que faudrait-il ajuster pour obtenir intentionnellement ces résultats? Tous les regards se tournèrent vers Evan. Il se leva lentement, se dirigea vers le tableau blanc et prit un marqueur. « Vous commenceriez ici », dit-il en dessinant un simple triangle.
L'entrée des données. La plupart des systèmes normalisent les entrées avant l'analyse. Si quelqu'un voulait modifier les résultats sans déclencher d'alerte, il opterait pour l'attente des caractéristiques. Il dirait au modèle que certains signaux de risque sont plus prédictifs que d'autres. Ce n'est pas faux, juste biaisé. Il ajouterait des lignes, des cases, des boucles, puis dépasserait le seuil de tolérance. Au lieu de signaler les cas limites pour un examen manuel, vous les laisseriez approuver automatiquement. C'est plus rapide, cela semble efficace, et, sur le papier, cela reste défendable. Jusqu'à ce que quelqu'un reçoive une proposition de prêt abusif, dit Aïcha. Evan acquiesça. Exactement. Ben s'avança. Cela pourrait-il se faire sans accès à la production? Oui, répondit Evan. Si vous modifiez les pondérations de mise en scène et que quelqu'un déploie sans vérifier les deltas, cela passe inaperçu. Cela ressemble à une optimisation. Robert Kim leva les yeux de ses notes. Vous suggérez une intention. Je dis que ce résultat n'est pas le fruit du hasard, répondit Evan. Mercredi 4, 16h47. Foris fit la première découverte décisive. Jenna, l'analyste principale en criminalistique numérique, se tenait devant la salle. Précise, directe. Nous avons extrait les données physiques des badges de la salle des serveurs de staging et les avons recoupées avec les images des caméras. Aucune entrée du personnel d'entretien après 20 h la veille du contournement. Aucun agent d'entretien n'a enregistré d'accès. L'AIA a tapé sur l'enregistrement. Donc, la contamination par solvant signalée par Daniel. Elle a été soit introduite intentionnellement, soit fortuite, a déclaré Jenna, mais elle n'est pas liée à Evan ni à aucun membre du personnel de l'établissement. Ben a hoché la tête, les bras croisés, ce qui correspond à ce que j'attendais. L'événement a été déclenché à l'aide d'un compte de service de niveau administrateur, mais il n'a pas été attribué à une personne. Il est automatiquement supprimé après 72 heures, sauf si cette durée est prolongée manuellement. Aïcha a plissé les yeux. C'est contraire à la politique informatique. Oui, confirma Ben, et le compte a été prolongé 2 fois. Jenna cliqua sur l'image suivante, une image fixe. Mardi 11, 16h. Daniel Cross. Il est sorti seul du laboratoire de préparation, sans escorte. Aucun membre de l'équipe du projet n'était connecté. La caméra de sécurité le montre en train de passer une carte clé secondaire qui n'est délivrée qu'aux responsables informatiques. Silence. Puis, Robert Kim, calme mais implacable. C'est un accès non autorisé au système. Si ces coulisses vous passionnent, abonnez-vous et activez la cloche pour la suite des enquêtes. S'il s'avère intentionnel, cela devient une fraude à la gouvernance. Aïcha acquiesça. Nous devrons alerter le conseil externe. Et le conseil d'administration, ajouta Laïa. Clara, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de la réunion, prit enfin la parole. Nous n'en sommes pas encore là. C'est encore interne. Mais oui, nous agissons avec prudence sur le plan juridique et nous agissons rapidement. Jeudi, 18h30, salle de pause de la maintenance. Evan était assise en face de Marilyn, son badge de service toujours dans sa poche. Il n'était pas en service. Il était là pour autre chose. Marilyn versa 2 tasses en papier de café provenant du distributeur automatique. « Tu es impliqué dans quelque chose, n'est-ce que pas ?» demanda-t-elle doucement. « On dirait que tu portes les secrets de quelqu'un d'autre. » Evan ne répondit pas, mais elle continua quand même. « Je ne t'ai rien dit avant, mais il y a 2 semaines, j'ai été appelé tard, vraiment tard. J'ai reçu un SMS de l'assistant de Daniel me demandant de retarder le nettoyage des étages 22 et 23 jusqu'après minuit. » Evan leva les yeux. « Pourquoi ?» Elle haussa les épaules, dit que certains cadres travaillaient toute la nuit et me demanda de réaffecter le personnel. Quelqu'un l'a noté? Non. Ils voulaient que cela reste confidentiel. J'ai trouvé cela étrange, mais je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Evan a pris une profonde inspiration. Pouvez-vous noter cela? Elle l'a regardé longuement, puis a pris une serviette et un stylo. Jeudi 9, 12 H. Slack interne Aurélia. Une notification a fuité, pas au public, ni même à l'ensemble de l'entreprise, juste au fil de discussions internes sur la gouvernance. Objet. Session spéciale du conseil d'administration. Date de l'audit. Samedi 9 h. Lieu. Salle de réunion du 38e étage. Présence obligatoire. Comité d'audit, plat en dehors du conseil. Daniel Cross l'a vu sur son téléphone, à l'arrière d'un covoiturage. Il a serré les poings. Il a relu l'objet 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aucun détail, aucun nom, juste ces mots. Question d'audit. Sa bouche s'est asséchée. Il a ouvert sa liste de contacts, a trouvé le numéro intitulé K. Chen Priority Capital et a hésité, mais n'a pas composé le numéro. Pas encore. Il a regardé par la fenêtre tandis que la ville défilait.
Pour la première fois depuis des années, Daniel Cross a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais laissé s'exprimer auparavant. La peur. Le ciel au-dessus de Manhattan s'est assombri tôt ce soir-là. Les nuages d'orage flottaient bas, comme s'ils savaient quelque chose que la ville ignorait. À l'intérieur de la tour de verre d'Aurélia, l'air était lourd, non pas à cause de la pluie, mais à cause de la pression. Dans un salon privé discret, niché derrière la salle de réunion du 36e étage, Daniel Cross versa 2 verres de beau. Il entendit un au directeur Miles Lang, un partenaire de Catalyst Equity. « Le vote n'aura pas lieu demain », dit Miles. « Il s'agit juste d'une discussion sur l'audit. » Daniel sourit sans chaleur. « C'est pourquoi nous devons agir ce soir. » En face d'eux était assise Dana Court, une autre membre du conseil d'administration, pragmatique, fortunée et toujours attentive aux risques pour la réputation. « Vous pensez vraiment que Clara est le problème ?» demanda-t-elle. « Je pense que Clara est un handicap », répondit Daniel avec douceur. Elle a suspendu le lancement de notre produit le plus rentable 1 semaine avant l'examen de l'introduction en bourse, ce qui a sapé la confiance des investisseurs. Et maintenant, elle a un concierge qui donne des conférences techniques pendant que le service conformité perd de l'argent en expertise judiciaire. Dana fit tourner son verre. « Vous voulez qu'elle prenne un congé ?»« Un congé temporaire, » dit Daniel. « Juste le temps de stabiliser le navire. La situation est simple. Elle est trop proche de l'enquête. Conflit d'intérêts. Elle comprendra. » Miles haussa un sourcil. « Et si elle ne comprend pas ?» dit Daniel avec un sourire crispé. « Alors nous lui expliquerons à quel point sa position est devenue hostile aux actionnaires. » Le tonnerre dehors gronda comme une ponctuation. Vendredi 12h00, bureau d'Aïcha Patel. Au moment où Claire lut la note de service que Daniel avait distribuée à certains membres du conseil d'administration, ses mains se crispèrent sur le bord de la table. Elle était subtile, techniquement raffinée et rédigée dans un langage visant à préserver l'alignement fiduciaire. Compte tenu de la volatilité actuelle, une période de réflexion pourrait restaurer la confiance. Il essaie de me mettre sur la touche avant que je puisse présenter mes conclusions, dit-elle presque à elle-même. Aïcha acquiesça d'un air sombre. C'est un coup stratégique, mais nous sommes prêts. Elle fit glisser une note imprimée sur la table. Objet. Examen des mesures prises par le PDG, contexte de conformité à l'intention du président du comité d'audit, du secrétaire général et du conseil indépendant. Elle décrivait les mesures prises par Clara, à savoir la suspension du déploiement des soins en raison d'un problème éthique signalé. La nomination de Foris en tant qu'auditeur externe, l'absence de contact direct avec les employés concernés, la conformité juridique totale tout au long du processus, aucune représaille, aucune falsification de preuves, tout était en ordre. Aïcha a déclaré « Vous avez fait votre travail, Clara, achetez le livre. Et pourtant, ils veulent me faire passer pour une source de problèmes », a murmuré Clara. Aïcha n'a pas répondu par l'affirmative. Elle n'avait pas besoin de le faire. 1919 Arch 58, Brooklyn. Le ciel était devenu violet foncé lorsque Evan gravit les marches de l'école primaire de Maddie. Son téléphone vibra à nouveau. Un message vocal des RH, mais son attention était concentrée sur le portail. Maddie se tenait seule, serrant sa boîte à lunch contre elle, essayant de maintenir en équilibre une feuille de maths posée dessus. Tous les autres enfants étaient partis. Il s'arrêta net, pris d'un sentiment de culpabilité qui le frappa comme un coup de poing. « Salut ma puce », dit-il doucement. Elle ne pleura pas, ne se plaignit pas. Elle leva simplement les yeux et dit « Tu es en retard. »« Je sais. » Il respira, s'accroupissant. « Je suis désolé. » Les RH voulaient lui parler à nouveau. Maddie baissa les yeux vers sa boîte à lunch, puis la brandit. « Je t'ai laissé un mot. » Il ouvrit le couvercle. Un bout de papier plié, écrit à l'encre violette, dans son écriture familière. « Toi aussi, tu répares les gens. » Il retint son souffle. « Tu crois ?» Elle acquiesça. « Sérieusement. Tu as aidé Mademoiselle Rina la semaine dernière quand son chariot s'est cassé. Tu répares les objets, mais tu répares aussi les sentiments des gens. C'est plus difficile. » Il la serra fort dans ses bras, luttant contre l'émotion. « Rentrons à la maison, » murmura-t-il. 20h23. Laboratoire sécurisé Foris. Jenna, de Foris, fixait l'écran tandis que son équipe analysait les métadonnées des sauvegardes du serveur de transit. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle à voix haute. Le dossier brouillon à l'écran contenait un email non envoyé, enfoui dans un cache, mais récupérable par vendor.support et au paxeddata.com de dicrossaurelia.com. Sujet demande d'alignement du modèle besoin de Carrier Lift pour recommander de manière plus assertive sur les profils de niveau 4. La fenêtre IPO ne durera pas éternellement.
Poussons l'appétit pour le risque dans les limites de la tolérance. Pas de drapeau rouge, pas d'ordre direct, pas de ligne indiquant de contourner la porte éthique. Mais l'intention est indéniable. Jenna a signalé le fichier. Les métadonnées montrent qu'il a été écrit 90 minutes avant que la dérogation ne se produise. Elle s'est connectée à son terminal sécurisé et a commencé le téléchargement vers le package d'audit. 19 AR00. Daniel, dans son penthouse. Il se tenait à la fenêtre, regardant la tempête se refléter sur les tours voisines. Un verre de vin à moitié vide à la main. Son téléphone a vibré. Un message de son assistant. Rapport Foris finalisé. Sera remis au président de l'audit à 7h ou 8h. Daniel a serré les poings. Il a fait défiler le dossier brouillon de son email personnel. Il a trouvé le message à Optimax. Toujours là, non signé. « Je ne l'ai jamais envoyé », marmonna-t-il. C'était un brouillon. Mais dans le monde des traces numériques, le silence n'était pas synonyme de sécurité. Il regarda à nouveau dehors. La réunion du conseil d'administration du lendemain n'était plus seulement une révision de l'audit. C'était le jour du jugement dernier et la tempête n'était plus dehors. Elle venait le chercher. La salle du conseil était silencieuse. Le genre de silence qui n'était pas une absence de bruit, mais une pression. Tous les sièges étaient occupés, tous les écrans éteints pour éviter toute distraction. Les fenêtres s'étendaient du sol au plafond, mais les stores étaient baissés. Ce n'était pas une réunion pour discuter, c'était une audience. Laia Torres, secrétaire générale, se tenait à l'entrée avec un bloc-notes, vérifiant la présence de chacun. Le quorum était confirmé. Elle déclara qu'une convocation à une session extraordinaire avait été émise conformément au statut. Tous les membres du conseil d'administration étaient présents. Les conseillers externes de Weller et Grant étaient assis. Les déclarations de conflit d'intérêts avaient été signées et enregistrées. Le président de l'audit, Robert Kim, acquiesça. Il portait un costume bleu marine et avait l'air d'un homme qui avait déjà témoigné devant le Congrès. « Commençons », dit-il. « Il s'agit d'une session extraordinaire à huis clos, conformément au protocole d'audit. Aucun enregistrement n'est autorisé. Le procès-verbal sera rédigé uniquement par Corps. » Il fit un geste vers l'écran. « Foris Forensics va nous présenter ses conclusions. Ensuite, le conseiller général Patel résumera la position juridique. La PDG Monroe s'est récusée de la partie enquête et restera uniquement comme source d'informations factuelles. Tous les regards se sont tournés vers le centre de la table où Jenna, l'enquêteuse principale, se tenait debout et connectait sa tablette sécurisée à l'écran. Sa voix était calme et clinique. Elle n'était pas là pour dramatiser, mais seulement pour prouver. 3 anomalies clés ont été détectées dans l'environnement de test Carlift, dit-elle. Diapositive NDEG 1, journaux d'accès. Un compte de service temporaire avec des privilèges élevés a été utilisé pour accéder au poids des modèles et les modifier. Ce compte était lié à un badge de niveau exécutif avec des droits d'administration étendus attribués au directeur général Daniel Cross. Utilisation enregistrée à 7h16, le jour de la démonstration de l'IA. Diapositive NDEG 2. Image de vidéosurveillance. Confirmation visuelle de l'entrée de Monsieur Cross dans la salle de préparation sans être accompagné. En dehors des heures de révision standard. Aucun membre du personnel technique ou chargé de la conformité n'était présent. Diapositive 3. Métadonnées d'un brouillon d'email. Un message non envoyé à un fournisseur tiers demandant l'alignement du modèle pour des recommandations agressives invoquant la pression de l'introduction en bourse. Horodatage du brouillon. 90 minutes avant l'événement de contournement. Jenna a conclu sa présentation. Ses conclusions sont basées uniquement sur des artefacts numériques. Aucune conclusion au-delà des preuves fournies. Elle s'est reculée. Aisha Patel se leva à son tour. Le contournement d'un mécanisme de contrôle éthique, en particulier sur un produit d'IA destiné aux consommateurs, constitue un risque de gouvernance. S'il n'est pas divulgué, cela crée ce que la SEC définit comme une faiblesse significative du contrôle interne, en particulier dans le contexte d'une introduction en bourse imminente. Elle regarda autour de la table, calme et posée. Il n'y a aucune preuve que le PDG Monroe ait initié ou approuvé ce contournement. En fait, elle a suspendu le déploiement lorsque des anomalies ont été signalées, conformément à son devoir fiduciaire. Robert Kim acquiesça. « Madame Monroe, avez-vous quelque chose à ajouter ?» En fait, Clara se redressa. Oui, elle ne plaida pas. Elle ne se défendit pas. Elle dit simplement « Je n'étais pas au courant de ce contournement jusqu'à ce que le tableau de bord éthique le signale. J'ai mandaté Foris de manière indépendante et je me suis récusé des décisions d'enquête. C'est tout. » Robert acquiesça. « Merci. » Puis, il se tourna vers la porte. « Faisons entrer Monsieur Cole. » Le concierge entra silencieusement.
sans titre, sans badge, sans autorité. Mais tous les regards le suivirent alors qu'il s'avançait vers l'avant, n'emportant avec lui qu'un marqueur pour tableau blanc. Robert fit un geste. « Monsieur Cole, on vous a demandé de fournir une interprétation technique des anomalies. Veuillez vous en tenir aux faits observables. Vous n'êtes pas sous serment, mais vos déclarations sont enregistrées. » Evan acquiesça. Il s'approcha du tableau blanc et commença à dessiner rapidement. Un entonnoir, une porte de décision, 2 flèches étiquetées. « Le modèle reçoit les données ici », dit-il en montrant du doigt. Il les évalue en fonction de la pondération des caractéristiques. Normalement, si les seuils de risque sont dépassés, il signale le cas pour examen. Il dessina un cercle. Mais si vous modifiez l'attente de manière à ce que les factures payées à temps soient surévaluées et les pertes de revenus sous-évaluées, le modèle considère le désespoir comme une opportunité plutôt que comme une mise en garde. Il ajouta une dernière boucle d'approbation automatique. C'est ce qui s'est passé. La dérogation n'a pas perturbé le système. Elle l'a juste suffisamment déformé pour masquer les résultats abusifs derrière le bruit statistique. L'un des directeurs demanda à voix basse « Est-ce que quelqu'un en dehors du système pourrait faire cela ?» Evan secoua la tête. Seule une personne disposant d'un accès administrateur et ayant l'intention de le faire pourrait le faire. Ce n'était pas un bug, c'était une décision de conception. Il recula. C'est tout ce que j'ai à dire. La salle était plongée dans un silence stupéfait. Clara baissa brièvement les yeux, les mains immobiles. Puis elle prit la parole. « Je n'ai pas fait venir Evan Cole ici pour embarrasser qui que ce soit, dit-elle. Je l'ai fait venir parce qu'il était le seul à vouloir nommer ce qu'il avait vu. » Elle marqua une pause. « Il n'a pas piraté vos systèmes. Il n'a pas créé de risque. Il a vu quelque chose qui n'avait pas de sens et l'a dit. » Elle regarda de l'autre côté de la table, les yeux fixes. « Nous n'avons pas échoué parce que le modèle était défaillant. Nous avons échoué parce que nous avons ignoré les signaux d'alerte lancés par quelqu'un qui ne portait pas de costume. » Robert Kim s'éclaircit la gorge. Cette session a rempli son objectif d'enquête. Sur la base des preuves et de l'examen juridique, je propose au conseil d'administration de mettre M. Cross en congé administratif dans l'attente d'une enquête externe. Je recommande en outre que le directeur juridique fasse appel à un contrôle juridique externe et que le responsable de la sécurité informatique, Armitage, isole immédiatement l'environnement concerné. Secrétariat général leva la main. La résolution du conseil d'administration requiert une majorité simple. Tous ceux qui sont pour lèvent la main. Miles, Dana et 2 autres. Clara s'abstient. Robert Kim lève la main. La motion est adoptée. Daniel Cross ne dit rien. Il se lève lentement, ajuste ses poignets, puis sort. À l'extérieur de la salle du conseil, 9 contre 52. Daniel se tient seul près de l'ascenseur, les poings serrés le long du corps. Il sort son téléphone et compose un numéro familier. La sonnerie retentit. Puis une voix a répondu, froide, mesurée. « Priority Capital. C'est Daniel, a-t-il dit. Ils viennent de me mettre en congé. » Une pause. « Nous vous avions prévenu. Vous avez dépassé les bornes. La ligne a été coupée. » Daniel a fixé l'écran noir. Le couloir était calme. Derrière la porte vitrée, l'entreprise qu'il avait tenté de contrôler lui glissait entre les doigts. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. L'invitation avait été envoyée 2 jours avant la réunion publique. Annonce d'un changement de culture. Dimanche, César, auditorium, non obligatoire. Pas de code vestimentaire, pas d'ordre du jour. Pourtant, presque tous les sièges étaient occupés. Des ingénieurs, des juristes, des équipes de première ligne, quelques cadres, et au dernier rang, assis tranquillement dans un uniforme bleu aux poignets effilochés, Evan Cole. Marilyn était assise à côté de lui, les bras croisés. Maddie était recroquevillée contre les jambes de son père, se balançant doucement sous le siège rabattable, serrant un cahier. Pas de projecteur, pas d'hymne d'entreprise, juste une petite estrade, un micro et une femme en pantalon noir et blazer gris foncé qui s'avançait avec une détermination tranquille. Clara Monroe s'éclaircit la gorge. « Merci d'être venue. » Elle laissa le silence s'installer. Pas de façon dramatique, juste honnête. « Je ne suis pas ici pour ressasser les gros titres, » dit-elle. « Si vous avez été ici ces dernières semaines, vous avez senti le changement. Tout n'était pas visible. Certaines choses étaient cachées et d'autres ont été ignorées volontairement. Elle a marché lentement. Pas de fiches, pas de prompteur. Lorsque le système d'IA que nous avons développé a commencé à recommander des crédits à taux d'intérêt élevés à des patients vulnérables, ce n'était pas un échec technologique, c'était un échec éthique. Et cela ne venait pas du code. Le silence était tel qu'on pouvait entendre quelqu'un respirer 2 rangées derrière. Cela a commencé au moment où nous avons cessé d'écouter les personnes qui voient réellement les choses.
Elle a laissé cette idée faire son chemin. Puis elle a poursuivi « Aujourd'hui, je souhaite vous faire part de nos prochaines actions, non pas pour redresser la situation, mais pour la reconstruire. » Elle a légèrement levé la main. Premièrement, avec effet immédiat, nous avons mis en place une ligne d'assistance téléphonique pour les lanceurs d'alerte, entièrement gérée par un tiers. Elle est anonyme, sécurisée et applique une tolérance zéro en matière de représailles. Point final. Aïcha, assise au premier rang, a acquiescé. Deuxièmement, nous avons rendu public en interne notre tableau de bord éthique. Tout contournement des barrières de risque, des alertes IA ou des moteurs de recommandation sera consigné, horodaté et visible par tous les responsables et leurs supérieurs. Elle a regardé les rangées. La transparence n'est pas seulement une vertu, c'est un contrôle du système. Elle a fait une pause, puis a enfin annoncé la troisième mesure. À partir du prochain trimestre, tous les employés, responsables et supérieurs participeront à une formation de 60 minutes que nous appelons. Elle a cliqué sur une diapositive. L'écran derrière elle s'est allumé. Le code du nettoyeur. Un murmure parcourut la salle. Ce n'est pas seulement un titre, dit-elle. C'est un état d'esprit. Un état d'esprit soumis par un employé de première ligne qui nous a rappelé que l'intégrité ne vient pas des rôles. Elle vient de la répétition, du fait de prêter attention aux tâches, aux coins, aux choses que personne d'autre ne voit. Clara traversa lentement la scène. Sa voix s'est adoucie, pas plus faible, juste plus proche. Il ne s'agit pas de transformer tout le monde en héros. Il s'agit de donner aux gens les moyens de s'exprimer et de rappeler aux dirigeants qu'ils doivent écouter leurs subordonnés. Elle a regardé vers le fond de la salle. Evan n'a pas bougé, mais il savait, tout comme Maddy. Clara a pris une inspiration. Ces derniers mots n'étaient pas écrits. Il y a des années, j'étais un enfant effrayé dans un foyer brisé, essayant de monter un projet scientifique à partir de bricoles. J'ai failli abandonner, mais quelqu'un qui n'avait ni titre ni agenda, est resté après les cours et m'a aidé à croire à nouveau. Sa voix ne tremblait pas, elle était posée. Cette semaine, cette même personne m'a rappelé pourquoi j'avais accepté ce poste au départ. Non pas pour contrôler, mais pour protéger ce qui compte. Elle n'a jamais prononcé le nom d'Evan, ni pointé du doigt, mais la salle s'est quand même retournée. Et au fond, Maddy s'est penchée et a serré la main de son père. Marilyn a souri à travers ses larmes. Il n'y a pas eu d'applaudissements, juste quelque chose de mieux. Le silence, le respect, une sorte de calme qui ne survient que lorsque quelque chose de vrai s'est produit. 1 heure plus tard, dans le bureau de Clara, sa boîte de réception s'est actualisée. Un nouvel email interne est apparu. Objet, Evan Cole, réintégré dans ses fonctions. Corps, veuillez confirmer le quart de travail souhaité. Elle a cliqué sur « Répondre », mais avant qu'elle n'ait pu taper quoi que ce soit, un ping est apparu. Un nouveau message d'Evan Cole. Même quart de travail. La nuit, c'est quand tout est le plus calme. C'est là que les petits détails apparaissent. Elle sourit et, pour la première fois depuis des semaines, expira. Les sols brillaient. Ils n'étaient pas seulement propres, mais soignés. Il était 5h42. Le bâtiment était presque endormi, à l'exception de quelques lève-tôt du service financier et d'un agent de sécurité qui buvait son 3e café. Evan Cole avançait lentement dans le couloir est du siège social d'Aurelia Dynamics, poussant son seau à balai le long des murs qui autrefois lui semblaient froids et indifférents. Désormais, les gens se retournaient sur son passage, non par surprise, mais par respect. Un analyste lui fit un signe de tête polie. Un concepteur UX lui sourit et lui dit sans hésiter « Bonjour Evan ». Même la nouvelle stagiaire des ressources humaines se leva de son bureau à son passage et lui dit doucement « Merci pour tout ». Il n'avait pas besoin de bannière, de plaque ou de cérémonie de reconnaissance. Mais il remarqua la différence. Il la ressentait. Et il était toujours là. Il y a 3 semaines, la décision fut prise. Daniel Cross fut officiellement licencié pour motif valable à la suite d'un vote unanime du conseil d'administration, basé sur les conclusions de Foris et confirmé par un conseil externe. Le document officiel, un formulaire 8K, fut soumis le lendemain matin. Le libellé était précis. Violation des protocoles d'éthique interne et accès non autorisé au système contenant des informations importantes pour l'évaluation de la gouvernance avant l'introduction en bourse. Il n'y a pas eu de tempête médiatique, pas de scandale, juste de la transparence. Aurelia a reporté son introduction en bourse d'1 trimestre, invoquant une réévaluation opérationnelle et des améliorations de la gouvernance. Et Wall Street n'a pas paniqué. En fait, la confiance des investisseurs a augmenté.
Les médias ont souligné l'intégrité de l'entreprise dans sa gestion des risques internes. Un éditorial a qualifié cela d'exemple rare de maturité d'entreprise dans un monde où l'ego des dirigeants est roi. Clara n'avait rien dit publiquement. Elle n'en avait pas besoin. Elle était occupée à faire le vrai travail. De retour à Brooklyn, l'appartement semblait plus calme. Le robinet de la cuisine ne fuyait plus. Il avait été remplacé la semaine précédente grâce à un petit bon de bien-être pour les employés glissé dans le dossier RH d'Evans. Une reconnaissance discrète, disait le formulaire. Il ne l'avait pas demandé, mais lorsque le plombier a frappé à la porte, il n'a pas protesté. Maddie avait dansé en rond lorsque la fuite avait enfin cessé. Maintenant, la cuisine ne semble plus triste, avait-elle déclaré. Evan avait ri, et dans le tiroir à côté du réfrigérateur, il avait conservé une petite enveloppe, écrite à la main, glissée à l'intérieur d'un vieux tournevis terni et d'une seule note sur du papier à en-tête de l'entreprise. Vous n'avez pas réparé des machines, vous avez réparé notre façon de penser. Ce dimanche matin, quelque chose avait changé. L'atrium avant avait changé. Une nouvelle enseigne, une simple plaque installée près de l'ascenseur principal. Elle ne citait aucun nom, ne racontait pas toute l'histoire, mais elle en disait assez. Aurelia Dynamics, fondée sur l'intégrité. Les mots étaient gravés sur de l'acier brossé, poli, subtil, mais incontournable. Evan s'arrêta devant. Une main sur la poignée de son chariot. Dans le reflet du verre, il se vit. Pas seulement l'uniforme, pas seulement le balai, mais l'homme. Un homme qui ne se battait pas avec rage, qui ne criait jamais, n'exigeait jamais, qui refusait simplement de détourner le regard quand quelque chose n'allait pas, et qui avait appris à une entreprise à voir clairement à nouveau. Papa. La voix de Maddie résonna dans le hall. Elle courut vers lui, son manteau, ses bottes à demi fermées grinçant. Marilyn la suivait à quelques pas, lui faisant signe depuis la porte. Evan se baissa, ouvrit les bras. Maddie se jeta dans ses bras comme un rayon de soleil, toute chaleur et mouvement. « Je peux monter pendant que tu finis le dernier couloir ?» Il sourit. « Juste la partie tranquille. »« D'accord. » Elle acquiesça solennellement, aussi discrètement qu'un murmure. Il se leva, une main toujours posée sur la sienne, et ensemble, ils se dirigèrent vers l'ascenseur, passant devant la plaque, devant les reflets, devant l'histoire que tout le monde connaissait désormais par bribes. Les sols restaient propres, mais plus encore, la culture aussi. Pas de raccourcis, pas de pouvoir incontrôlé, juste une promesse silencieuse que la vérité aurait toujours une voix, même si elle portait des bottes de travail et tenait un balai, fondu au noir. Parfois, ce sont les voix les plus discrètes qui changent tout. Non pas par le pouvoir, non pas par le bruit, mais par l'intégrité, la patience et le courage de parler quand personne d'autre ne le fait.